Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Amis de Radio M, bonsoir et bienvenue au Café Presse Politique. Il est 18h10, nous sommes un peu en retard, mais nous sommes en direct sur Radio M et pour commenter l'actualité de ces jours mémorables que nous vivons tous, que vit l'Algérie, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir Mustapha Benfoudil. Bonsoir Mustapha. Bonsoir. Journaliste à Al-Watan, reporter infatigable, écrivain sauvage et talentueux. Merci. Bienvenue Mustapha. Merci. Bienvenue. J'ai aussi le plaisir de voir de retour parmi nous Abdelkrim Zrilej. Je vais essayer de m'incruster. De Radio Sarbacane, la web radio de Constantine. Ammar Ingreshen, bonsoir. Bonsoir. Saïd Jafar, bonsoir. Hadi Ihsan, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de vous demander une image de la semaine, je voulais juste dire que bon, si officiellement les Algériens n'ont pas de nouvelles de la santé du président de la République, on peut vous donner des nouvelles du moral des Algériens et surtout de leur humour. Alors, j'aimerais qu'on écoute ce court extrait d'une conversation téléphonique entre un citoyen algérien et le standard de l'hôpital de Genève où est hospitalisé le président. Pizza Hut de Didouche Mourad. On a livré 4 pizzas au 8e étage, mais ça n'a pas été réglé. C'est pas mal celle-là. Bon, je vois que vous appelez d'Algérie. Si c'est concernant le président Bouteflika du 8e, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas cette information à l'hôpital. Oui, mais Dans mon ordinateur. mais là, les pizzas, il faudra voir pour les rembourser. au fait, mon livreur, il est coincé au 8e étage, et là, ils ont commandé une 5e pizza, et ils doivent payer les 4 pizzas, sinon il y aura pas de 5e pizza. C'est aussi simple que ça. Ok. Et ils ont fait une commande par lettre. Et par procuration, et je trouve ça un peu bizarre quand même. Et je dois vous dire que s'ils ne payent pas pour les 4 pizzas, il y aura pas de 5e pizza. Il y a 4 pizzas, il n'y aura pas de 5e. Oui, il y aura pas de 5e, même s'ils ramènent la BRI et Saïqa, il y aura pas de 5e pizza, monsieur. D'accord. Allez, au revoir, monsieur. Je vous remercie de votre appel. Maintenant, on peut passer à vos images de la semaine. Je commence par toi, Abdelkrim Zrilej. Oui. Moi, l'image de la semaine, je la ramène de Constantine. C'est normal. La photo des manifestants sur le pont Sidi Rachid. Oui. C'était une image, je sais pas si vous l'avez Oui, vue. moi je l'ai vue. C'est une image exceptionnelle, réellement. L'ancien pont, exactement. Le plus long pont de Constantine. Pas celui des Brésiliens. Non. Sidi Rachid, le pont Sidi Rachid, bondé de personnes, l'entrée et la sortie. C'est une image qui va rester dans la mémoire collective. Je suis certain qu'elle va rester. Quand on est sur le pont, on quitte la ville, non? Ça veut dire. Non. Il veut absolument te casser ton image magnifique. Non. Elle est mémorable, cette image. Je suis certain qu'elle va rester dans la mémoire collective, moi cette aussi, image-là. C'est vraiment impressionnant. C'est l'une des images les plus impressionnantes de tout le pays. Ihsan, quelle est ton image de la semaine? Marzouk Touati, 7 ans de prison pour ce que je considère comme étant une broutille. Il a interviewé un responsable israélien pour le faire parler de la... Al Jazeera le fait tout le temps et il n'y a rien qui l'interdit. Il a interviewé, il a pris 7 ans de prison. Et il a été libéré à Skikda il y a 2 jours grâce à la mobilisation, grâce à la révolution et grâce à la disponibilité de ses avocats. Il y avait encore 9 avocats qui sont venus d'un peu partout d'Algérie pour le défendre à un moment où c'était particulièrement difficile.
Mustafa Ben Foudil, quelle est ton image de la semaine? Je t'ai voulu, c'était celle-là. Oui, c'était celle-là. non, c'était les Hugues. En fait. Comme il a dit lui. Hein, non, mais c'était les Hugues, justement. C'était les hôpitaux universitaires de Genève, parce que c'est la première fois depuis le temps qu'il se soit à l'étranger, notre cher président, qu'on a les Algériens qui s'invitent comme ça dans une structure hospitalière étrangère. Et quelque part, ils deviennent acteurs en fait de son hospitalisation. Ils vont jusqu'à aller titiller un peu le personnel hospitalier. Je trouve que c'est plus que marrant. En fait, c'est un geste citoyen aussi qui est très très fort. Oui. Ouais. D'autant en plus, ils le font de manière très courtoise. Voilà. Ils restent toujours très. Parce que ça a toujours été entouré d'opacité en fait. Les séjours hospitaliers de M. Bouteflika. Et là, on est un petit peu dans les couloirs du 8e étage. Oui, exactement. On sait où il est. Ils disent tous, il est dans l'aile privée au 8e étage. Et aussi, peut-être c'est juste le détail qu'il faut rappeler, c'est qu'il est parti, on nous a expliqué officiellement qu'il était parti juste pour un contrôle médical tout à fait. Voilà. Donc, tu veux que je me taise? Non, je pense qu'on va en parler parce qu'il y a du nouveau. D'accord. Ammar Ingrachim, quelle est ton image de la semaine? Vivement le 8 mars, hein, avec l'accent suisse. Non, en fait, malgré tout ce qui se passe dans le pays, les Algériens continuent à s'intéresser à quelque chose d'essentiel, la culture. Samedi, j'étais à Béjaïa. Dans la matinée, il y avait une marche contre le système, contre le 5e mandat, etc. Le même public qui avait fait la marche dans la matinée est venu assister à une rencontre littéraire. Les gens n'étaient pas fatigués du tout. Il y avait un débat très riche. Ça m'a énormément ému. Ça m'a vraiment ému. Le fait que les gens continuent à s'intéresser à la culture, à la littérature, même dans des moments comme autre ça. Autre chose que la politique. Oui. Non, c'était pas Rachid Boujedra, j'espère. Non, c'était pas Rachid Boujedra. Ben, écoutez... Je fais le triblion aujourd'hui, t'es mal parti. Qu'est-ce qu'il y a? Il est devenu provocateur. C'est pas comme d'habitude. Bon, c'est impossible de tenir Ihsan, donc il va faire des incursions comme ça. Heureusement qu'Abed Sharif n'est pas là. Alors, Saïd Jafar, quelle est ton image de la semaine? Bon. Disons globalement, il y a plein de choses. C'est un pays qui est en train de renaître. Hein. Tu vois, des médecins qui interpellent le Conseil constitutionnel en disant attention, les certificats médicaux, c'est sérieux. Il faut pas qu'on fasse n'importe quoi. C'est très bien. Je trouve que c'est remarquable. C'est un pays qui a été gelé de force pendant un quart de siècle, qui renaît. Et voilà. Et la dernière nouvelle pour moi, la bonne nouvelle, c'est que Moukara Itlarbi quitte à l'Irdiri. Parce que il veut pas des élections. Il était temps. C'est quelque chose d'important. Voilà. Il était temps. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Enfin, pour moi. Alors, je voudrais revenir rapidement, avant de vous donner la parole, sur les derniers événements nous sommes quittés samedi. On a fait un CPP spécial. Et donc, dimanche, c'était le dernier délai pour déposer sa candidature. Donc, en dépit des protestations massives, etc., la candidature de Abdelaziz Bouteflika a été déposée au Conseil constitutionnel sans sa présence, ce qui est contraire à la loi. Une lettre a été lue aux Algériens où ils s'engageaient s'il est élu, à faire des élections, des vraies élections cette fois-ci, libres et transparentes, et sans qu'il se présente un an plus tard. La réponse des Algériens a été immédiate. Manifestations nocturnes dans beaucoup de villes de l'Algérie. Donc il y a eu aussi beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup de gens ont eu peur que les manifestations qui étaient pacifiques jusque-là allaient basculer dans la violence. Ça ne s'est pas passé. Nous nous sommes réveillés. Il n'y a pas eu de casse. Ça continue. Les manifs continuent. Hier, il y a eu une manifestation formidable des étudiants à Alger Centre. Ils ont oublié le Mouradia, ce qui est bien. Il n'y a pas eu de bastonnade du côté de Mouradia. Et ils ont occupé la grande poste, la place Audin. Parce qu'il n'y a rien à Mouradia. Ils ont raison. Oui, exactement. Donc c'était à Alger Centre. C'était très joyeux, très intelligent, très vivant, très politique. C'était très émouvant. Du bonheur. Oui, beaucoup de bonheur dans les rues. J'espère que ça va continuer. Donc les manifestations se poursuivent et la question que j'aimerais vous poser, on commence en première partie, par le pouvoir.
que pensez-vous que le pouvoir prépare face au nom de la population, au nom qui est clair? Je commence par toi, Saïd. Oui. La ligne du pouvoir, globalement, c'est de rester dans l'élection. Même si on a des signaux comme quoi Bouteflika peut être lâché, parce que quand l'ONM, l'Organisation nationale des Moudjahidines, qui il y a 20 jours soutenait le cinquième mandat, publie aujourd'hui un communiqué. Bon, ce n'est plus le chef qui le fait, mais un échelon inférieur, mais le message est là, où elle soutient les marches, où elle dénonce une collusion entre l'affairisme et des partis du pouvoir. Ça veut dire que quand même, il commence à se faire à l'idée de lâcher Bouteflika. Une partie des gens du régime commence à... Zohra Delif qui annonce qu'elle va marcher demain, vendredi. On a des signaux de l'intérieur du régime, parce que c'est de l'intérieur du régime, qu'on commence à lâcher peut-être Bouteflika pour aller dans une autre option. Et ce n'est pas la bonne, en plus. Est-ce que ça veut dire automatiquement c'est lâcher Bouteflika de sortir de soutenir Chab? Quand on dit soutenir Chab, parce que ça implique automatiquement, c'est un discours, c'est une phrase. Ce qu'on a vu aujourd'hui, le général, le gros patron de l'armée, en disant j'ai compris le peuple. Il y a le communiqué. Tu parles de Gaïd Salah. Voilà, exactement. Oui. Le communiqué d'aujourd'hui, Fahemtou Chab, c'était dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, Fahemtou Chab? Est-ce que ça veut dire que je lâche Bouteflika? C'est la même chose pour les gens de Moudjahidine. Est-ce que... Non, t'as le Moudjahidine, c'est plus clair. Ils ont dit, t'as Gaïd Salah, on peut pas en tirer cette conclusion. Mais l'ONM, ils disent que c'est la faute au pouvoir et ils dénoncent la collusion de l'affairisme et du pouvoir. Pour l'ONM, c'est clair. Pour Gaïd Salah, non. Voilà, n'est pas aussi. Donc pour la réaction du pouvoir là maintenant tout de suite, sans partir sur beaucoup de points, il y a deux possibilités. Ou bien ils vont rester figés sur leur position et ça va finir par l'affrontement. Sinon se tait pas. Sinon, ou bien ils laissent tomber. Ils vont laisser carrément tomber. Il y a deux possibilités, il n'y a pas une troisième possibilité. Maintenant, quelle sera la réaction des citoyens si le pouvoir... On est toujours dans Silmiya. Mais quelle va être la réaction? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement s'ils décident de ne pas lâcher? Silmiya, c'est-à-dire on va tous rentrer chez nous dormir Silmiya, ou on va passer à autre chose? La question, je crois qu'elle est là, la question cruciale. Absolument. Et on va parler de ça en deuxième partie, Abdelkrim. Moi, je voulais juste un peu savoir ce que vous pensez, Abdelkrim, Ammar Ingreshen, de ce que peut faire le pouvoir face à au fait que la population n'en démord pas, quoi. Pour l'instant, il y a une sorte on est dans une sorte de face à face. Il y a eu les deux communiqués de Ahmed Gaïd Salah, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. C'est un peu comme une sorte de disque rayé. Il rappelle que les années 90 et presque il traite les manifestants de gens qui veulent du mal à ce pays, qui sont presque des terroristes, les égarés, ceux qui veulent nous faire retourner. Il a modéré beaucoup. Avant, il a parlé d'égarés. Non, sur les deux discours, il n'a pas parlé d'égarés. Mais il a dit certaines parties. Alors, dans son intervention aujourd'hui à Chelchel, il dit certaines parties, dérangées de voir l'Algérie sûre et stable, ils veulent la ramener aux années de braise et de douleur vécues par le peuple algérien et au cours desquelles il a payé un lourd tribut. Et hier, il a dit soyez sûrs que l'armée nationale populaire, consciente des problèmes sécuritaires que connaissent certains pays de notre environnement géographique proche et lointain, connaît pertinemment les dessous et les dimensions de tout ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire, c'est comme si on était dans une sorte quand on se préparait encore aux années de terrorisme. Moi, c'est comme ça que je comprends. Oui, c'est exactement ça. Ammar. Moi, je pense, et je l'ai déjà dit ici même, le cinquième mandat, c'était une rigolade dès le départ. Il n'allait pas avoir lieu, il ne va pas avoir lieu. Maintenant, Saïd se réjouit du fait que certains la valetaille du système
le lâche. Je ne me réjouis pas, je constate. Hein. C'est une précision quand même. Le fait que l'ONM lâche le pouvoir, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout intéressant parce que l'ONM, en fait, essaye de se refaire une virginité. Et ce n'est pas que l'ONM. On a vu un député FLN, ancien ministre démissionné et soi-disant soutenir la population. Monsieur Ferrouri. Quelqu'un qui s'est égaré. Oui, il s'est rendu compte que le système auquel il a toujours appartenu et qu'il a défendu avec zèle, il est fini par la force des choses parce que l'Algérie est tenue de passer vers un autre paradigme, une autre légitimité. Donc le système actuel, dans toute sa composante, est fini. Les tenants du 5e mandat, à mon avis, c'est des gens qui ont été piégés par une partie du système qui veut s'auto-réformer. Il y a une partie au sein du système qui veut réformer le système de l'intérieur. Elle a piégé les tenants du 5e mandat pour les débarquer tous en même temps. Et là, ils commencent à se rendre compte que ils étaient piégés jusque-là. Ils veulent se refaire une virginité, mais c'est trop tard. Sauf que, bien que ce soit trop tard, on risque de tout perdre si on ne s'organise pas, si on continue à attendre ce que le pouvoir, ce que l'oracle va nous annoncer. Boutef se retire, Boutef ne se retire pas, il y aura ceci, il y aura ce. Il faut que nous autres citoyens, nous organisions et que nous tracions une feuille de route et qu'on ait une vision cohérente et plus ou moins consensuelle. Sinon, toute cette belle mobilisation va aboutir à quelque chose de nul. Alors, Ammar, moi je pense, Saïd, il n'était pas en train de se féliciter que l'ONM il le laisse dire ce qu'il veut. Non, moi je te reproche ça. C'est ridicule, mais c'est pas grave. Je veux dire, tu as commencé par ça. Il n'était pas en train de se féliciter. Il montrait les signes. Moi, je pense que c'est une très mauvaise information. Le fait que les gars du système qui lâchent, entre guillemets, le système en ces temps-ci, c'est une très mauvaise nouvelle. Il ne faut pas que la population les accueille. Il ne faut pas informer la population, c'est ça. Arrête de dire. Voilà, ça m'énerve. C'est ridicule. C'est ridicule. On donne des signaux. Il y a des gens à l'intérieur du système qui sont en train de quitter le navire. C'est tout. Je me réjouis pas. Alors, la question que je voulais poser à Mustafa, c'est que, est-ce que ils disent, bon, ils vont lâcher Bouteflika. Est-ce qu'il est possible que Gaïd Salah est-il possible sans Bouteflika? Pour moi, c'est le président réel, Gaïd Salah, actuellement. Enfin, actuellement, dans le dispositif, c'est-à-dire historique, en Algérie, ça a toujours été cette paire qui se tient l'une l'autre. C'est une paire solidaire, c'est-à-dire une façade légitime formelle. C'est la présidente de la République, et derrière, il y a celui qui a les armes, les divisions, les blindés. Et donc, le Gaïd Salah, il ne tient que par Boutef, et Boutef ne tient que par Gaïd Salah. Après, il y a l'oligarchie, l'argent, tout ça. Mais la structure, elle tient d'abord, en l'absence d'autant plus du corps présidentiel, c'est Gaïd. Et Gaïd, il est dans une position intenable. Parce que je pense s'il est le seul d'ailleurs à parler, parce que j'ai pas vu Ouihia, j'ai pas vu même tous les soutiens du 5e mandat, ils ont disparu de la scène, personne ne prend la parole, et je les comprends, et je les plains même. Et donc lui, il est là justement en train, comme tu as dit, c'est un discours éculé, il répète les mêmes éléments de langage, la destinée noire, terrorisme. Il sépare le peuple des citoyens parce que on magnifie le peuple, mais c'est une abstraction dans sa langue. Moi, j'ai pas vu qu'il prend en compte en fait les centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui sont sorties jusqu'à présent. Donc, ils sont en train de construire en fait un storytelling pour justifier la continuité du process. Mais je pense que le processus, il va se casser de lui-même. C'est-à-dire, soit ils vont le débrancher, le désactiver, soit ils vont au bout, mais c'est suicidaire parce qu'à partir de ce vendredi-là, je pense que ça va encore grossir à 10 fois plus, et on va aller vers l'impasse. Mais ils le font surtout parce qu'ils n'ont pas trop le choix, ils n'ont pas la culture démocratique, elle leur manque, ils n'ont pas le vocabulaire, ils ont tout détruit autour d'eux, ils ont fait table rase, c'est la politique de la terre brûlée, et là ils se retrouvent seuls. Et donc ils vont couler tous, et notre boulot à nous maintenant, c'est de dire, on essaye de faire en sorte que cette silmia reste le plus longtemps possible, et qu'ils ne nous entraînent pas dans leur chute.
Absolument. Pourquoi tu l'as pas invité avant? Il peut te dire le nombre de fois où je l'ai invité. Non, tout bêtement parce que le mercredi à 18h, généralement, j'ai la corde au cou parce qu'on a généralement des papiers à remettre. qui voyage beaucoup parce que voilà, ses romans. Non, mais moi, ça m'a interpellé cette histoire parce que je suis très attentif à qui prend la parole dans un contexte de crise. Oui. Et je ne vois pas en fait qu'ils aient. Enfin, peut-être je suis en train de délirer, mais je ne pense même pas dans leur arsenal, leurs instruments, qu'ils aient pensé à une cellule de crise ou à une communication de crise, parce qu'on n'a vu personne aller au-devant, pas des journalistes, aller au-devant de la population. Bon, c'est vrai, je note effectivement ces dissidences qui sont pour moi très heureuses, c'est-à-dire je suis pas rancunier, je vais pas dire c'est il fallait que tu le fasses avant. Ou des gens du FCE. Non, je pense qu'il y aura dans la. À Constantine, on dit c'est bon, tu vas mourir. Non, je pense qu'il y aura un temps peut-être de déconstruction dans lequel il y aura des zones de parole peut-être où on va pouvoir entendre ces personnes. Mais dans l'état actuel des choses, ce que je vois, c'est tout le monde qui se casse. On a entendu M. Doha, l'ambassadeur à Paris, qui s'est retrouvé, c'était, je crois, si je m'abuse, le premier à commenter l'annonce de M. Bouteflika. Ou Yahya, alors là, Miskin, il est complètement out. Oui. Et tout ça, au président de l'amicale des Algériens en France, Chahut Gama, il s'est retrouvé face à Ali Ammar, en 88. Ouais. Et du coup, on est face à la presse à Paris en premier. Mais donc on est dans une situation très très bizarre, très étrange. C'est-à-dire les figures de l'État, les attributs de l'État, ils sont en train de, en tout cas dans l'espace public, on les voit pas. On a comme l'impression que si tu montes le Moradia, tu prends les clés. Enfin, la fiction des institutions apparaît. Voilà, c'est exactement ça. Elle est tellement évidente que plus personne ne parle. Gaïd Salah parle d'une langue de bois où il s'agit davantage de rappeler aux gens la peur des années 90. D'ailleurs, certains disent, quand ils rappellent les années 90, c'est de nous dire aussi, attention, l'ère Toufik, il faut pas y revenir aussi. Donc, pour rentrer dans leur jeu à l'intérieur. Mais, en réalité, ils sont à faune. C'est-à-dire, quand la population a pris la parole, ils n'ont pas l'habitude de voir les Algériens prendre la parole. Ils sont un peu acculés. Ouais. Et leur ligne, telle que c'est de maintenir l'élection, mais Bouteflika ils peuvent même éventuellement se passer de Bouteflika, mais la ligne c'est de rester dans l'élection parce que c'est une élection, quelle que soit la manière dont elle débouche, c'est eux qui l'ont préparée, avec leurs règles, avec leurs électeurs et la population en dehors. C'est pour ça que l'enjeu politique actuel, c'est faut-il aller aux élections ou non? C'est la question qui est posée à l'ensemble des gens qui font de la politique. On a dépassé cette question, moi. Je pense qu'on a dépassé. Mais ils ont toujours été formalistes, en fait. Ils nous ont appris, à chaque fois, ils essayent de mettre les formes, justement, pour se donner un peu l'air d'être légaliste, de respecter la Constitution, mais dans les faits, ces instruments sont caducs. C'est-à-dire, c'est une opération mais c'est un non-sens total, mais vraiment total. Justement, tu l'as bien souligné. Quelqu'un qui t'annonce dans sa lettre d'engagement, je me présente pour me retirer, mais c'est juste hallucinant. Hier, les étudiants me disaient, mais pourquoi ils font pas une fois pour toutes une élection normale avec des garanties et qu'on en finisse? Oui, Arsène, tu penses qu'ils sont, est-ce que tu penses ils sont complètement, ils savent pas quoi faire, ou est-ce que tu penses qu'ils nous préparent un je pense déjà pas qu'il y a un intérieur du système intelligent qui a laissé faire des gens qui sont tombés dans un piège. Ammar Ingrashin, c'est un beau roman de fiction, mais qui n'existe pas dans la réalité. Il y a un système qui est complètement paralysé. Il y a un système qui était complètement paralysé, qui a appris depuis très longtemps, dans un système bonapartiste, à confier le pouvoir à la présidence. Et dans la paire que tu as citée, c'est quand même la présidence qui tient la vraie décision, parce que c'est quand même le président qui nomme le chef d'état-major, et pas l'inverse. Mais avec l'affaiblissement de Bouteflika, effectivement, le chef d'état-major a pris un rôle important, d'autant plus important qu'il a éliminé le troisième sommet du triangle, qui était le général Toufik. Donc samedi dernier, on disait, on attendait le 20h cette supposée déclaration. On avait pris le pari de dire qu'il ne se passera rien du tout, que Bouteflika ou son représentant, son mandant déposera sa candidature parce qu'ils avaient été pris de court et qu'ils n'avaient pas d'autre solution que de maintenir Bouteflika dans la boucle. Maintenant, je ne pense pas que le système soit en train de rester sur la feuille de route de l'élection du 18 avril. La candidature de Bouteflika, c'est fini.
L'élection du 18 avril, à mon avis, c'est fini aussi. Ce qu'on est en train de chercher maintenant, on a gagné du temps. Ce qu'on est en train de chercher, c'est comment sortir de ce processus. Parce qu'on va en sortir. Il n'y aura pas d'élection le 18 avril. On va en sortir, on va essayer d'en sortir sans impliquer, sans trop s'éloigner de la situation, de l'image d'un pays qui, jusqu'à maintenant, se vend comme un pays stable, etc. Donc, éviter que ce soit l'armée qui le fasse. Donc, il faudra trouver un canal. Il y a 2 canaux possibles. Il y en a 2, il n'y en a pas plus. C'est soit le Conseil constitutionnel autosaisine, il n'y a pas d'autosaisine, mais il peut toujours, le gouvernement, dire j'ai été saisi par le gouvernement, il le fera sous la pression de l'armée, qui invalide la candidature de Bouteflika. Mais là, l'agenda ne permet pas de faire vite. On est dans un système où il n'y a que lui qui est invalidé et on risque de rester dans le processus électoral. Donc il faut qu'il invalide tous les autres, notamment Rdiri. Et ce scénario, à mon avis, c'est un scénario qui est faible, sur lequel on a des signaux. Par exemple, le conseil déontologique des médecins, c'est un signal. L'ordre des médecins, c'est un signal. C'est la piste médicale qui peut être celle qui arrête là. Il faut noter que l'opposition appelle à réactiver l'article 102. Je ne comprends pas pourquoi elle le demande maintenant. Je pense qu'il y a anachronique. Mais on peut penser aussi que ça a été dealé. On peut penser, maintenant pour réfléchir un petit peu en complotiste, entre guillemets, avec une partie du système, demander l'article 102, cette fois on va vous le donner. Pourquoi ? Parce que l'article 102, si on décide que Bouteflika n'est pas en mesure d'assurer sa présidence, et c'est pas l'invalidation de sa candidature, c'est l'incapacité du président. On gagne beaucoup plus de temps. On gagne 45 jours pour constater la vacance, parce qu'il faut un processus de 45 jours, plus 90 jours pour organiser les élections. On se donne une transition beaucoup plus longue. Donc, il se peut que ça se passe comme ça. L'autre solution, je ne veux pas renoncer complètement à y croire, l'autre solution, c'est que Bouteflika lui-même et son entourage comprennent qu'il a perdu la main. À mon avis, il a compris qu'il a perdu la main. Il y a même un scénario qui dit qu'il est en Suisse. Là, nous, on a l'information qui va rentrer ce soir. On l'a donné sur Maghreb Émergent. J'espère que c'est Ahmed Hamouche qui nous a donné cette information à partir de Genève est tout à fait sûr de cette information. Non, je donne la source. Je donne la source. Sur ce coup, comme ça, si c'est pas lui, si c'est pas vrai, tout le monde saura que c'est lui qui a donné. Si c'est pas vrai, tu nous donnes le portable de Ahmed Hamouche. On te donne le portable. Toute l'Algérie va l'appeler Ahmed Hamouche. Il dit de source Hugues. Donc, hôpitaux universitaires de Genève, il serait en train de rentrer. D'ailleurs, l'article de presse de la presse genevoise, Tribune de Genève, laisse entendre qu'il va incessamment rentrer, qu'on s'entende bien là-dessus. Donc, l'autre scénario, ce serait que Bouteflika, sur les 50 jours qui lui restent de présidence légale, prenne le lead de la transition. Et ça, c'est possible, c'est un scénario que je n'écarte pas et que je suis en train de décrire dans un papier que j'ai pas réussi à éditer avant de venir au CPP. Bouteflika a encore la possibilité de sortir dignement. Il peut, 1, stopper le processus électoral parce que le peuple le demande. 2, envoyer le gouvernement. 3, former avec l'opposition un gouvernement d'union nationale. 4, donner une feuille de route à ce gouvernement qui est la conférence nationale et partir à la fin de son mandat. Ce sont des points qui figurent, une partie de ces points figurent dans les points qu'il a proposés, la conférence nationale, avec une feuille de route de transition. Au lieu de le faire ça après sa réélection, comme il le souhaite, il le fera avant de partir, tout simplement. Et à mon avis, il n'aura pas complètement raté sa sortie. Ben ça serait l'idéal. Si on a réellement, on a un point de ces 5 points-là, on va avoir un résultat pareil, une seule solution. Pour éviter le blocage, l'affrontement, ça serait génial. Mais moi, personnellement, je ne crois pas qu'ils sont assez... Est-ce que c'est réaliste? Parce qu'on a vu, est-ce que quelqu'un s'attendait à dimanche? Vous avez tous entendu la lettre qu'on nous a lue? Oui. À quoi? La lettre de Bouteflika qui nous dit. À quoi vous attendez? Vous attendiez à ce que Bouteflika se retire complètement au bout de deux semaines de manifestation. Et les replis, en règle générale, se font par stratégie. Crescendo, ça se fait pas complètement. Là, ce qu'il a fait. En fait, ça a renforcé la rue. Les gens, ils se disent, bon, il est faible. Parce que on est dans ce scénario. Donc, c'est un repli qui essaie d'éviter l'humiliation, etc. Il a encore la possibilité d'éviter la totale humiliation en prenant le lead. C'est une idée qui circule dans l'entourage présidentiel. Après, comment la faire? Bon, ça peut se faire. Moi, je considère que ça peut se faire. Mais en tout cas, en 2012, déjà, c'est ce qu'il disait. En gros, ça tape Djenana, tout ça, je quitte. Et il y avait ce deal tacite qu'en fin du troisième, je me retire. On peut faire beaucoup de choses en 50 jours. Et finalement... Non, moi, je suis pas tout à fait certain que le scénario rose que Hassan avance, en fait, même s'il se retire,
la fin de mandat est déjà là. Il n'y a rien en termes légaux qui empêcherait que l'élection se déroule le 18. C'est pour ça que l'intérêt du régime, c'est ils peuvent se passer de Bouteflika, mais ils ne voudront pas se passer du 18. Parce que, une fois le 18 passé sans élection, ils perdent la légitimité. Il y aura un pouvoir de fait qui n'aura pas la légitimité et qui sera contraint pour la première fois depuis 92 de négocier avec l'opposition, avec les représentants divers du pays et négocier une transition. Alors que jusqu'à présent, le régime a constamment refusé toute idée de discussion. C'est lui qui gère, il refuse les transitions. Il considère que les institutions sont établies, elles sont représentatives. Et donc, moi, je suis pas du tout certain qu'il soit dans l'optique. Sans Bouteflika, qui c'est qui défend les intérêts du clan du système? Comment? Sans Bouteflika. Bouteflika est retiré. Qui va défendre dans le processus du 18? Ils n'ont pas le temps de proposer quelqu'un d'autre. Qui va défendre le système? Rdéry? Pourquoi il vient d'où, Rdéry? Il vient de l'orientation communiste révolutionnaire. Il vient du MDN. Soyons sérieux. Il faut pas quand même, on continue de l'embiner. C'est un général. Il était dans le régime. Ce n'est même pas un civil du régime. C'est un militaire. Et on va reproduire l'histoire d'une Algérie dirigée par un militaire. Voilà. C'est une alternative du régime, même si c'est pas, même si elle n'avait pas été souhaitée, même si elle n'avait pas été souhaitée par Gaïd Salah, aujourd'hui, il y a une impossibilité politique de maintenir Bouteflika. Ils peuvent se rabattre sur un de leurs hommes qui peut être Ali Rdéry. Voilà. C'est une hypothèse qui n'est pas farfelue. Moi, je pense que il y aura d'une façon ou d'une autre report de l'élection. L'élection du 18 avril ne va pas avoir lieu. Soit ils vont déclarer l'état d'empêchement du président et à ce moment-là, il y aura vacances, donc ils vont reporter, comme l'a dit Hassan, de 45 jours le temps de préparer. Soit c'est Bouteflika lui-même qui va aller vers une transition. Mais je pense plutôt que c'est l'élection qui va être reportée et contrairement à ce qui se dit un peu partout, ça fait partie de l'agenda d'une partie du système avant même les manifestations. Là, il faut arrêter. À un moment donné, vous faites quoi des manifestations, Hadouma? C'est-à-dire que ça change rien. Vous faites quoi? Le peuple a déboulé? Ça change rien, on fait le 18. L'élection du 18 peut être perturbée par la population. Voilà. Le régime veut rester dans le 18 parce que c'est ça sa stabilité, sa légitimité. Moi, je te dis que les manifestations peuvent effectivement faire changer la donne et imposer qu'il n'y ait pas d'élection. Ce n'est pas le régime cherche à rester dans l'élection. Le discours de Gaïd Salah s'est répété de manière régulière, y compris aujourd'hui. C'est l'élection. Il est dans le 18. Ils veulent pas sortir du 18. C'est l'Algérie qui est dans le 19. Ils sont dans le 18. Ouais. J'ai pas terminé mon propos. Oui, rapidement, parce qu'on va passer à la deuxième partie. Oh là là, j'ai perdu mes mots. En fait, j'ai le droit de penser que le système veut, comme l'a dit Delmas, il a dit que quand on veut faire du changement, il faut faire semblant de faire la révolution. Le système était de toute façon en 2019 dans l'obligation d'aller sur une autre forme de légitimité. Il n'était pas possible que le système continue sur le même paradigme. Ce que te demande tout le monde ici, c'est que fais-tu de ce soulèvement populaire? Le soulèvement populaire était prévisible. Il a été encouragé d'une façon ou d'une autre, mais il qui a été ramassé à chaque fois qu'il appelait à Constantine. Il faut arrêter à un moment donné. Chamise Ridley a été ramassé 2 fois. Nous, on a 10 fois, 100 fois. Des milliers d'autres militants sont ramassés tout le temps. J'ai le droit de penser. Ça, c'est les lectures
qui infantilise systématiquement tout le temps les initiatives populaires. C'est-à-dire que, en fait, les peuples ne peuvent jamais rien faire d'eux-mêmes. C'est que s'il se passe quelque chose, il y a des gens qui nous l'ont raconté. Pour octobre 88, les peuples ne bougent jamais d'eux-mêmes, ne sont capables jamais de reprendre leur destin en main, de s'exprimer de manière autonome, de s'auto-organiser. On va en parler en deuxième partie. Ils sont toujours inclus dans l'agenda de quelqu'un qui est caché dans le système, qui n'a pas un nom et qui va les faire agir. Non, il n'y a pas de raison de t'énerver. C'est ce que Ammar nous a dit quand on a fait le CPP spécial sur le octobre 88. Alors, Ammar, on y revient en deuxième partie. C'est le moment de prendre la coupure et de calmer nos esprits. Chers auditeurs, ne partez pas. Nous vous retrouvons dans 3 minutes exactement. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous revoilà pour la deuxième partie du Café Presse Politique. Alors, je pensais que les choses allaient se calmer pendant la pause, mais je dois dire à mes chers auditeurs que ça a été encore plus houleux, encore plus véhément. Le débat a continué et qu'on a tout filmé. Donc, si vous insistez, on pourra vous passer le débat entre Qadi Ihsan et Ammar Ingrachin à propos des manifestations. Alors, à propos des manifestations, la deuxième partie, c'est que qu'allons-nous faire, nous, enfin les Algériens qui manifestons, de ce mouvement absolument, de cette démonstration de force pacifique, comment transformer ça en momentum politique pour les Algériens? Ammar, c'est toi qui reprends. Oui, très rapide. Oui. En fait, la première marche qui a eu lieu, c'était à Bourj Bouariric. Jusqu'à cette marche-là, aucune marche n'était tolérée en dehors de la Kabylie, de certaines villes de Kabylie. Aucune marche. Toutes les marches étaient réprimées, empêchées. À Bourj Bouariric, il y avait quelques centaines de personnes. Ces personnes-là ont marché et n'ont pas été réprimées. Moi, je me pose des questions. Pourquoi la première marche de Bourj Bouariric n'a pas été réprimée? Et c'est une question légitime, personne ne pourra prétendre le contraire. Ensuite, d'autres marches sont venues, il y a eu effet boule de neige, des millions d'Algériens sont sortis dans la rue. Qui est-ce qui a fait sortir ces gens-là dans les rues? Effectivement, il y a la colère, il y a l'indignation, il y a la volonté de changement qui existe au sein de chacun de nous. Mais maintenant, prétendre que le fait que les Algériens sortent dans la rue, c'est déjà une révolution, alors là, excusez-moi, c'est très naïf, c'est du n'importe quoi. Mais est-ce qu'il faut faire quelque chose? Oui. Il faut injecter du sens dans ces mobilisations. Laisser la population Elles ont déjà du sens, hein. Écoutez, le fait que Bouteflika ne fasse pas un 5e mandat et qu'on dise comme ça d'une façon très vague système dégage, ça ne rime à rien. Il faut qu'il y ait une plateforme très précise et qui suscite l'adhésion de toutes les forces du pays. Si ça reste comme ça, personne ne pourra prétendre que c'est une belle chose. On aura dilapidé une énergie fabuleuse pour rien. On a déjà fait des marches, on a déjà mobilisé des milliers de gens et ça n'a donné rien. Ça a semé un dépit, un dégoût, une fatigue énorme au sein de la population. Donc, se réjouir de la sortie des gens dans la rue, c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait une suite. Sans cette suite, il n'y a rien. Maintenant, que ce soit le système ou une autre partie qui est-ce que quelqu'un d'autre peut aussi répondre à ça? Juste pour qu'on me prenne pas pour ce que je ne suis pas.
Peu importe la partie qui a suscité. C'est ça, non? Non. Je veux dire que de toute façon, ce n'est aucun des partis qui sont connus actuellement qui a fait sortir des millions d'Algériens dans la rue. Donc, ça, les Algériens sont sortis, c'est ça le plus important. Ça, peu importe. Il faut capitaliser tout ça. Et je ne vois pas qu'un effort de capitalisation est en train de se faire. Bon, capitaliser, c'est aucun parti n'a prétendu qu'il a fait sortir des Algériens. C'est quand même, il faut rétablir les choses. Aucun parti ne l'a prétendu. Personne. Ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Rien du tout. Toutes ces partis se mettent derrière le mouvement. Ils le disent. Nous sommes dedans. Nous faisons partie. Aujourd'hui, ces partis s'expriment. C'est vrai qu'une rue, quand elle sort une population, ce n'est pas un parti. C'est un peuple qui se met dehors, qui dit ce qu'il refuse, et ce peuple est en train de faire dérailler le plan initial du régime, qui est de faire passer le 5e mandat. Il est en train de le faire dérailler. Les partis politiques, et pas uniquement, les gens de la société civile, les journalistes, les militants associatifs, tous sont en train de réfléchir à voix haute comment capitaliser, comment fructifier. Et en général, moi, la tendance que j'ai observée, c'est effectivement éviter disqualifier l'élection. L'objectif primordial, c'est disqualifier l'élection pour amener le régime à rediscuter des conditions aussi bien soit d'une notre élection présidentielle, dans un autre délai, avec la mise en place d'un gouvernement d'union nationale ou d'indépendants, qui se chargerait quand même de préparer le terrain, parce que aujourd'hui, cette élection, je l'ai déjà dit, elle est préparée par le régime, dans les conditions du régime, avec les moyens du régime, et avec uniquement les électeurs du régime. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut empêcher cette élection. C'est ça, donner du sens à ce mouvement, c'est ça. C'est-à-dire réfléchir à l'après, à se mettre dans le 19. Alors, Abdelkrim, est-ce qu'il est possible d'aller vers une plateforme de revendication populaire en ce moment? Je reviens juste sur... c'est pas important maintenant qui a fait bouger le peuple et comment il a bougé le peuple. L'essentiel, il a bougé. Donc ça, c'est un détail qu'on devrait tous oublier. Comment et pourquoi. Le fait que la société a bougé, c'est déjà... L'acquis, il est là. Le fait de capitaliser cette énergie, je crois que tout le monde sent que on a gardé avec l'ancienne pensée. Le peuple réagit, du moins sur les réseaux, en disant je ne veux ni de celui-là, ni de celui-là, ni de celui-là. Je ne veux pas. Ils ont le rejet de la classe politique. Même s'il n'est pas politicien, il symbolise la politique. Il est rejeté déjà avant même qu'il commence à se faire sentir sur le terrain. Pour capitaliser ça, il faudrait réellement tomber sur une personne que les gens aiment. Ce sera pas un parti politique qui va capitaliser ça. Ça sera pas un mouvement politique ou social ce serait un zaïm, c'est ça? Vous voyez pas les réactions sur. Mais justement, l'idée, c'est de se poser la question, c'est de savoir est-ce que par exemple, j'ai une question qui me vient à l'esprit, est-ce que toute cette énergie ne va pas revitaliser tout ce qui a été un peu dévitalisé par toutes ces années de plans, de bout de fer, les partis politiques, les syndicats, c'est l'enjeu d'une transition. Mais ça, pardon, je termine juste mon idée, mais je vais dans ce sens-là. Mais ça sera toujours divisé. Ça sera toujours divisé. Il y aura les gens qui vont être avec tel syndicat, les gens qui vont être avec tel parti, mais il y aura jamais l'unisson sur un seul mouvement, une seule personne ou un seul parti politique. Non, moi je pense quand même que après, vous savez, faut vous rendre compte que ce pays est gelé depuis 1992. Non, toutes les forces politiques, quelle que soit leur orientation, ont subi ce gel. Et personne n'a gagné. Et aujourd'hui, tous les courants politiques ont intérêt
à ce que des règles élémentaires qui préservent les libertés, permettent aux gens de travailler en direction de la société, de s'exprimer, de proposer des choses, s'entendre. On n'est pas obligé de s'entendre sur les choses. Je peux pas demander à un islamiste et à un laïc de s'entendre sur des questions sociétales. Par contre, on peut s'entendre sur des règles de fonctionnement de l'État, comment accéder au pouvoir, quelles sont les libertés qui restent intouchables, le droit des Algériens à faire des choses. Ça, il y a quand même un socle minimum sur lesquels tous les courants peuvent s'entendre. Et à force d'avoir subi un autoritarisme qui a débilisé, qui a fabriqué quand même un merzen, c'est-à-dire le personnel politique a transformé en merzen vilain, hein, c'est de la vilainie. Les gens ont besoin aussi de dignité. Les Algériens l'ont exprimé, les politiciens ont aussi intérêt à s'entendre sur ce cadre-là, et je pense que c'est faisable. Mustafa Ben Foudil, toi, tu faisais partie du mouvement déjà en 2014 qui s'est opposé au 4e mandat. Ouais. Avant ça, il y avait 2008. Ça, c'est pour rappeler que quand même, c'est pas venu comme ça aussi. Il y a eu des gens qui se sont, même s'ils étaient ultra minoritaires, mais délaissés à l'époque. Oui, absolument. Ils étaient solitaires, oui, etc. Mais aujourd'hui, il y a tous ces gens dans la rue. Et oui, moi, j'avais écrit un texte qui s'intitule Manifeste pour une contre-élection, où j'avais exposé une idée toute simple. C'était de créer un rapport de force pour pouvoir négocier. J'utilise à dessein le mot négocier, c'est-à-dire dialoguer dans la société et négocier avec le régime. Mais négocier, ça ne veut pas dire céder. Hein, négocier, c'est juste avec quels acteurs on va faire la transition. Et l'idée centrale, justement, c'était qu'il y ait cette mobilisation populaire, parce que c'est le seul moyen de les amener à s'asseoir. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen. Moi, je suis pas dans mon esprit le genre à penser à un putsch, un truc comme ça. C'est des choses qui me font horreur. Du coup, c'est la seule solution. Et aujourd'hui, je me réjouis qu'on y soit, parce qu'à l'époque, il y avait l'étiquette printemps arabe, Habit Khalto al-Blad, Harka, tout ça. On en a tout entendu. Alors que l'idée, c'était juste de dire comment se mettre autour d'une table et se parler. Et préparer l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, moi, je constate que la mise en parole, elle est là. C'est-à-dire, il y a pas mal de groupes qui se parlent. Parfois, c'est des corporations. Parfois, ça se passe sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut convertir ça en opération constitutionnalisable. Et je pense que la première des opérations, c'est de s'entendre sur un calendrier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire dans cette période. Pour moi, la première des choses sur laquelle tout le monde semble tomber d'accord, et je suis d'accord avec toi en disant, il y a ce paramètre formidable qui est la mobilisation populaire. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est vrai, il y a la date du 18, mais pour moi, ça, c'est l'agenda du régime. Et nous, on est dans le poste 22 où il n'y a pas d'agenda du régime. Du coup, il faut qu'on s'entende quelles sont les personnes qui ont droit à entrer dans la salle. Parce que tout le monde est dans la rue, mais je connais trop de la salle. Qui a le droit à la parole, qui va au chapitre. Et qui va décider. Parce que c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses. Moi, j'étais en Égypte, j'étais en Tunisie, des militants, ils me disent, nous, notre erreur, c'était, à la fin, c'est les professionnels de la politique qui ont tout récupéré. Et donc, nous, parce que les jeunes avec qui je parle tous les jours, ils veulent de nouveaux visages, et il faut que ce soit eux, justement, qui prennent le relais. Mais il faut un temps de formation, il faut un temps où il y en a beaucoup qui sont formés. Mais on va pas se mentir, il y a un moment, je pense, où ça va devenir un peu sophistiqué, l'opération politique. Et donc, je dirais, pour résumer, on a réhabilité le politique, maintenant il faut réhabiliter la politique. Et ça va être extrêmement difficile. Ihsan? Moi, je voulais quand même dire un petit mot sur l'approche qui s'est exprimée dans ce CPP au sujet du sens que peut produire un mouvement de masse ou pas. Moi, je pense que finalement, on est dans une tradition algérienne qui veut, elle date malheureusement de très longtemps, elle date de la période coloniale et d'une forme de détachement des élites vis-à-vis du mouvement de masse. Il y a un scepticisme, on va dire, structurel des élites vis-à-vis des masses et du peuple, qui font que si un mouvement n'est pas encadré par les élites, si les élites ne sont pas impliquées, si ce sont elles qui l'ont impulsé,
on a l'impression que ce mouvement-là n'est pas légitime, qu'il n'est pas en mesure de produire du sens et de s'auto-construire dans la durée. Moi, je pense que avec Ammar, je suis désolé, mais je pense que c'est la reconduction de cette posture vis-à-vis de ce qui vient du peuple. C'est-à-dire, c'est pas le peuple qui peut engager tout seul une action de ce type-là. C'est pas le peuple qui peut se construire les instruments de son expression politique en s'auto-organisant. Et donc, si les élites n'ont pas intervenu, si elles n'encadrent pas, on est dans du non-sens. Et on est dans une trajectoire historique qui reste forte et qui nous est renvoyée par la rue vers les élites. Si la rue ne veut pas des élites, c'est parce que la rue regarde comment les élites juste systématiquement regarder les mouvements populaires, systématiquement depuis très longtemps. Et donc, on est dans ce face-à-face-là, renouer, pouvoir recréer de la confiance entre les uns et les autres, c'est un processus compliqué, et je pense que ce mouvement-là va nous le donner. Nous sommes devant un processus révolutionnaire qui n'a rien de différent de ce qui s'est passé dans le printemps arabe dans les autres pays. Ni en Tunisie, ni en Égypte, ni ailleurs. C'est le même processus. C'est un processus de montée, de revendication de la citoyenneté, du droit et de la liberté dans les sociétés arabes. On est dans le même processus. L'avantage, c'est qu'en Algérie, on a déjà vécu une guerre civile. On a déjà fait un premier pas très important, qui est celui consécutif à octobre 88, et donc nous avons des instruments. Ils sont pas dans la tête des jeunes nécessairement de manière explicite, mais ils existent. Ils nous protègent. Ils protègent le mouvement. Le mouvement j'ai déjà dit ici, va se construire, va aller encore loin, et c'est très bien que le pouvoir n'ait pas eu le temps de se mettre d'accord sur un plan B, parce que ça nous permet de continuer à construire le mouvement. D'un mot. Les partis politiques essayent effectivement de se mettre en configuration d'être ceux qui rentrent dans la salle. J'aime beaucoup cette formule de Mustafa pour aller négocier. On n'est pas encore dans ce moment-là, mais c'est en train de se mettre en place. Mais il y a d'autres alternatives d'auto-organisation qui sont entre le politique classique professionnel et l'émanation du mouvement. Les syndicats autonomes sont très légitimes pour être une coordination. Dans Mouatana, il y a dans Mouatana un potentiel pour être plus près du peuple que de l'élite qui va aller rentrer dans la salle pour négocier. Et il y a dans les corporations qui vont naître. En parlant de Mouatana, parce que je veux vous donner quelque chose de concret. En parlant tout à l'heure de la population, la population a du mal à adopter un mouvement ou une personne ou un parti politique. Même en parlant de Mouatana, moi je suis sur le terrain, je le vois avec tout le monde, je le sens, je le vois, je le sens. Il y a quasiment, vous comprenez que je suis complètement impliqué dans Mouatana. Il y a quasiment un rejet de Mouatana de la part d'une certaine partie de la population, un rejet que je ne comprends pas d'ailleurs. J'imagine que vous-même vous ne le comprenez pas, mais ce n'est pas que Mouatana, il y a un rejet de tout ce qui est encadrant, tout ce qui semble être monodame. Monodame, j'ai peut-être fait parce que monodame, parce que monodame, c'est rejeté. Il y a un rejet. C'est-à-dire, on est là, on est dans la rue, on est en train de manifester, mais on doit pas s'organiser. On s'organise pas. C'est vraiment difficile de faire. Il n'y a pas nécessairement un truc mystérieux dans ça. Oui, vous avez expliqué la chose. C'est les résidus. Nous avons tous, même nous l'avons vécu. Nous avons vécu un régime qui a réduit la politique, a transformé les politiciens en clowns. Hein. Oui. Je peux prendre, on en a des exemples. Et ça déteint, y compris sur des politiciens respectables, parce que le mauvais côté des pratiques détruit la politique elle-même. Et donc, ce mouvement-là, les Algériens, on réagit par une demande de dignité. Et ils devraient aider aussi les hommes politiques à regagner leur dignité, parce que la dignité du politique et des politiciens et de la politique a été massacrée par ce régime. Et quand tu parles d'organisation, tu sais, il n'y a pas de secret, c'est un axe fondamental du fonctionnement du régime, empêcher les Algériens de s'organiser, quelle que soit la manière. Ils ont très bien réussi à faire ça. Mais c'est une réussite, hein, ils ont réussi. La seule organisation qui soit permise, c'est la leur. C'est celle qui permet à des gens d'entrer dans le réseau du clientélisme. Donc, c'est un travail qu'il faut refaire. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est encore trop tôt pour essayer de voir un peu quelle forme d'organisation populaire ça a commencé. Alors ? Oui, ça a commencé. Dans l'appel
qui va sortir tout à l'heure de Montana, consécutive à la réunion d'hier, et un appel à mettre en coordination toutes les instances, corporations, syndicats qui sont nés ou qui se sont revitalisés à l'occasion de ce mouvement. Ça va prendre un peu de temps. En même temps, l'ingénierie de la transition, la sophistication qui va arriver, parce qu'il va falloir imaginer des solutions. Est-ce qu'il faut mettre la constituante tout de suite ou passer par une élection présidentielle d'abord? Quel type de gouvernement d'union nationale pour conduire le processus, pendant combien de temps et tout ça? C'est beaucoup et là, on va peut-être essayer de voir un peu ce qui s'est passé chez nos frères et nos voisins. D'ailleurs, peut-être dès ce samedi avec un témoignage sur ce qui s'est passé en Tunisie. Voilà, cette phase-là, elle a aussi commencé. Aujourd'hui, on parle et il y a ce débat, constituante ou pas, qui a démarré. Chez les partis politiques, c'est peut-être un peu plus huilé, mais c'est le rôle de toutes les avant-gardes, celles qui ont appelé au changement, etc., de faire en sorte que ce qui va émerger de ce mouvement puisse aussi participer à ces délibérations-là, parce qu'il y va de l'avenir de cette énergie qui s'est déployée. Et je pense aussi à un réservoir de cadres inestimable que nous avons, qui ont été violentés par le système. C'est-à-dire, il y a énormément de compétences qui sont délaissées. Je pense qu'on en aura besoin dans cette phase. Et alors, juste pour avoir une idée, est-ce qu'il est trop tôt? Il y a dans la presse, on parle il y a des gens qui demandent un gouvernement de transition pour faire organiser des élections libres. Est-ce que quand vous lisez ça, il y a même des noms qui ont circulé. Oui, alors quel nom pour vous? Bouchachi, il y a des noms qui circulent énormément. Moi, je vote du doigt sur Bouchachi. Il circule, il n'y a pas que Bouchachi, il y a Boumala aussi qui circule énormément. Le CPP a grillé déjà deux leaders. Exprimer juste un sentiment personnel. Moi, Bouchachi, je ne le vois pas pour gérer une période, gérer les affaires courantes. Ça serait vraiment une offense pour un homme de cette stature-là. Moi, je le vois pour plus tard. Pour le temps lent. C'est pas pour l'urgence. Voir qu'il y a d'autres noms qui font légèrement peur. Il y a des noms qui te viennent à la tête ou c'est encore trop tôt? Moi, même Bouchachi, je le vois maintenant, parce qu'il s'agit quand même de mettre en place aussi bien le cadre juridique, le cadre de la nouvelle étape, et des gens qui sont connaisseurs, comme Bouchachi qui est connaisseur. Moi, je le vois bien dans cette période, parce que le risque dans ces choses-là, c'est de retomber dans les clivages qui ont permis au régime de revenir. Parce qu'il faut quand même se rappeler, par exemple, qu'en 92, c'est la peur d'une fraction de la société à l'égard d'une autre qui a permis aux militaires de s'installer avec une forme de légitimité. Là, nous préservons le pays d'un clash entre deux. Voilà. Il y a du travail à faire pour quand même faire que cette transition aboutisse en douceur et non dans le conflit. Et c'est quelque chose d'important. Voilà. Arsène, tu n'as pas de nom, toi? Non, je veux griller personne. Le génie populaire va les inventer. Voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose qui appartient. Enfin, je dirais pas leur appartient parce qu'on c'est inclusif, on est dedans. Mais je pense qu'effectivement, sur l'histoire du calendrier, je pense que c'est le plus important. C'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on fait, quand, etc. Parce que l'histoire aussi de la lettre de Bouteflika, c'est ça. C'est là où nous piège à chaque fois. Je vais faire, mais t'as pas de calendrier. Et le mec, il peut nous ramener sur 4. C'est pour ça j'ai aimé. Le mec, il peut plus rien. 4 et demi. Enfin, il y en a qui ont dit 5 et demi. Voilà. Moi, je pense que le plus urgent, c'est de faire adhérer toute la population qui est sortie dans la rue à un processus constitutionnalisable. Sans ça, on n'ira pas loin. Il faut faire adhérer la population, mettre en place des comités populaires ou appelons ça comme on veut. Nous, moi-même, je vais tenir une très large réunion en Kabylie bientôt, le week-end prochain. Pour parler de ça, il faut donner un contenu à ça. Tu as un nom, hein? Non, mais écoutez, n'est-ce pas que tu as un nom? C'est au niveau de ma région, c'est tout. C'est juste pour organiser un petit peu la situation. En discutant avec les gens, ils me disent non, mais je rigole. Mais je pense... Non, mais c'est important parce que, vous savez, moi, j'ai retrouvé ça chez plein de gens. C'est toi le ils ont tellement fait le vide
Hein. D'ailleurs, regardez, ils n'ont pas de plan B sérieux parce que Bouteflika a écrasé tout le monde. Voilà, ouais. Il fait de Oyahya Nishabé Nishaf, celle-là, il et peut-être, heureusement, et voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a que Gaël Salah qui l'a pas pu écraser pour des raisons de volume. Voilà, de volume. Je pense que l'un des enjeux de la période qui s'annonce, c'est la débouteflikisation. C'est 20 ans, c'est un immense chantier. C'est-à-dire, c'est des réflexes, c'est des gestes qui ont été intériorisés. Enfin, je pense que ça va être facile parce que Bouteflika, c'est le vide. Ouais. Et donc, on peut revenir très rapidement, faire renaître les réflexes militants qui ont existé. Voilà. Ce n'est pas un pays avec un terrain vierge. Des militants en Algérie ont existé de tous les courants. Et il suffit que le cadre soit ouvert, compétitif, avec des règles mais vraiment bien claires, pour que de nouvelles élites vont émerger. Ouais. Voilà. Il faudra bien noter aussi qu'on est dans un système, dans un chamboulement tel que, y compris l'architecture institutionnelle du pays, est à rediscuter. Est-ce on doit rester dans un système hyper présidentialiste qui produit des crises cycliques? Et donc, l'importance du non va beaucoup baisser si on donne beaucoup plus de pouvoir à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin d'un CPP. Ça se termine apaisé. Surtout que c'est un non. Voilà, ça se termine de manière plus apaisée que ça a commencé. Je vous remercie tous. On prend rendez-vous pour samedi. Je voudrais juste dire un dernier mot avant qu'on finisse, parce que je crois qu'on n'a pas soulevé ce point-là, qui reste quand même on parle de ce qui va se passer, qui est quand même, j'imagine, le plus important, dans l'éventualité où le système actuel ne se retire pas. Là est le souci. Là est la crainte. On n'en parle pas à l'antenne. On n'en parle pas à l'antenne. D'accord. On m'a pas briefé sur ça. Hein. Non, mais dans le cas, c'est la fin du café. Tu peux revenir samedi. Il est fort possible qu'il y ait un autre café presse politique samedi après-midi, je crois. On vous tiendra au courant de l'heure à laquelle ça aura lieu. Exclusivement formé de femmes? J'espère. Donc vendredi. Pourquoi tu dis alors viens samedi? J'ai pas compris la blague. Non, c'est le 8 mars. Non, c'est pas encore préparé. C'est pas. Ouh là là. Alors c'est pas encore préparé. On verra. Vendredi, il y a encore une manifestation. C'est aussi le 8 mars. J'espère qu'on sera des milliers de femmes à y être et à porter nos voix très haut. Merci à tous les invités. Merci à Soumeya Frkali, la réalisatrice. Merci à Nabil Allawa à l'image et à nos auditeurs. On vous aime. Merci pour vos encouragements. À samedi. Bye bye. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.